Salut à tous et bienvenue sur Double the Fall, votre émission d'analyse tactique. Aujourd'hui, je suis tout seul, puisque quand je fais l'émission, je suis tout seul. Et je vais vous parler aujourd'hui de la mission 2. Alors, on me l'a pas mal demandé que je fasse l'analyse et je vous avoue que ça fait un bout de temps que tous mes fichiers sont prêts pour vous la parler, pour vous en parler et vous la montrer. Mais je l'ai fait vraiment à reculons, j'avais pas très envie de le faire. Je vais vous expliquer pourquoi rapidement. C'est même pas tellement. C'est pas que je veux pas partager mes tricks et tout, c'est surtout qu'en fait, c'est une mission qui est très difficile. Alors, pas à analyser parce qu'elle est simple, mais c'est très difficile de vous donner des astuces pertinentes pour ce scénario-là, de la façon dont il est construit. Parce que il est beaucoup, 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 beaucoup plus aléatoire dans les placements des luttes au-delà de la première. Donc c'est plus difficile de dire, dans la première mission, c'est assez facile de savoir en avance où se placer pour la mission suivante, parce que comme je vous l'avais montré, il y a quand même des fortes probabilités à un ou deux points de scorer rapidement des points et d'embêter son adversaire, et là c'est très nettement moins le cas. Alors déjà petite chose, quand vous faites vos listes, maintenant qu'on a deux missions, il faut savoir que quand vous faites vos listes pour les tournois, et je vous conseille aussi en amical comme d'habitude, quand vous faites vos quatre petites listes, vous devez choisir une mission, la une ou la 2, et celui qui gagne le jet de dés va choisir quelle mission on va jouer entre la sienne et celle de son adversaire. Donc si tout le monde a la une ou tout le monde a la 2, voilà. Mais s'il y en a un qui a la une et un qui a la 2, le gagnant va pouvoir choisir en fonction de la table, de qui il a en face, de s'il a envie de changer un peu. Donc voilà, ça c'est un truc à prendre en compte. Vous devez inclure votre mission. Et ça se fait après avoir choisi le bord de table. Euh, on va tout de suite regarder le placement des objectifs. Donc ça change, il n'y en a plus que 7 au lieu de 9. Et ils ne sont pas à la même distance qu'avant, c'est-à-dire que les objectifs proches de chez vous, au lieu d'être à portée 4 de votre bord de table, ils seront à portée 5, donc un peu plus loin. Euh, donc ça permet de... Ça oblige plutôt, pardon, à vous mettre un peu plus en avant avec vos secondaires et supports pour faire du cap ou du double cap. Et chose rigolote, c'est que les objectifs centraux, les trois horizontalement, eh bien les deux latéraux sont plus loin du central que ceux qui sont proches de vos bords de table. C'est-à-dire que la ligne du milieu, de gauche à droite, c'est plus long qu'en diagonale haut et diagonale bas en partant du centre. Grosse différence de placement dont il va falloir tenir compte pour certains placements. Pour la lutte 1, la configuration va être tout le temps la même, contrairement à la mission 1. Ce sera toujours les 6 excentrés qui seront allumés. Et petite subtilité aussi maintenant dans cette mission-là, et on aura ça à chaque lutte, quand vous jouez la Shatterpoint, la figurine sur laquelle vous allez jouer va avoir un bonus, qui va être soit Persévérance, donc l'unité peu dash. Alors c'est toute l'unité, donc si vous avez deux personnages, vous avez deux dash. Ça c'est très très pratique par exemple pour s'enlever des mouvements cassés, des choses comme ça, se rapprocher bien évidemment, surtout pour les primaires qui sont encore en zone de déploiement par exemple, ça permet, même aux primaires les plus lents, coucou Mother Talzin, de se rapprocher du centre tout de suite. Enfin du centre, c'est pas le centre qu'on veut, mais des objectifs centraux. On va ensuite avoir sans tenir au plan, qui va permettre de récupérer un de force, donc là c'est pas lié au personnage que vous le jouez sur qui vous voulez, vous récupérez un point de force, et jusqu'à 3 si vous jouez Mace Windu, coucou le chauve. Et enfin regroupement, qui va vous permettre de soit vous guérir de 2 points de blessure subie, soit de retirer un état. Donc là pareil, vous pouvez vous enlever du saignement, vous pouvez vous enlever du mouvement cassé, un exposé si vous avez un peu peur, ou encore mieux que l'exposé dans ce cas-là, c'est un disarme. Sur un primaire, c'est toujours sympa de s'enlever le disarme. L'autre chose qu'on peut voir, c'est qu'il y aura, par rapport à la mission, il y a 6 objectifs actifs au lieu de 5. Donc ça fait que pour moi, à la fin de la première activation, vous devez avoir cap ces deux objectifs, surtout le joueur 2. Si vous en avez cap qu'un seul, vous allez partir avec un handicap
énorme sur la première lutte. À mon avis, très très difficile à remonter. Donc parfois, il faudra faire des déploiements un peu à la con, mais honnêtement, vraiment, vraiment, il faut à tout prix caper vos deux objets directs. Pourquoi? Parce que, contrairement à la lutte 1, vous allez, à la mission 1, pardon, où on va avoir des premières luttes qui vont très souvent, enfin qui peuvent, pas très souvent, mais qui peuvent s'enliser beaucoup. On a encore eu aujourd'hui des parties où c'est arrivé, où chacun va marquer 3 points, chacun son tour, et on va yoyoter autour du zéro. Comme ça, il y a pas de, y a pas d'impulsion marquée non plus, mais on va marquer chacun 3 points, donc on va passer 2, 1, 2, 1, 2, 1 de chaque côté de la barre, sans progresser. Vous verrez quand vous jouerez que sur ce scénario-là, c'est vraiment très très rare, c'est quasiment impossible. Vous allez avoir des différentiels plus marqués. Et j'ai l'impression dans mes parties, la plupart du temps, que les luttes 1 sont plus courtes en moyenne que sur la mission 1. Dans cette mission 2, c'est plus court que dans la mission 1. La mission 1 peut finir très très vite, hein, s'il y en a un qui capte 4 points et l'autre un seul. Ça peut aller vite, mais ça peut aussi traîner en longueur. Donc c'est vraiment, je parle en moyenne, je trouve que ça va plus vite. Voilà, ce qui est sympa, c'est qu'il n'y a pas d'aléatoire, hein, ce sera toujours les mêmes. Il n'y aura pas besoin de vous torturer les méninges à vous dire est-ce que je vais de ce côté-là, est-ce que machin. Enfin, de toute façon, moi je capte toujours tous les objectifs au départ, comme je l'ai déjà montré. Mais voilà, et on va peut-être tout de suite passer au déploiement pour vous montrer comment moi je me déploie. Et nous voilà sur ce bon vieux TTS. Donc pour le déploiement en tant que premier joueur et aussi honnêtement pour l'instant la plupart du temps pour le deuxième. Je vous expliquerai pourquoi après, mais je vais me déployer comme d'hab en doublant ma présence sur les deux points de départ, en mettant et un support et le secondaire des deux côtés. Donc je prends un classique Maul, hein. Je crois que je te prends toujours Maul pour ces exemples-là. Euh, on va être obligé de placer vraiment vers l'avant, quoi. Alors pas tout droit bien sûr, parce que laisser elle passe à l'autre, mais on va se décaler un tout petit peu, comme ça. Euh, Hop, on va placer notre petit Mandalorien. Je me mets un tout petit peu. Voilà, on va placer le premier. On va placer Bo-Katan. Youps. Et mais l'alignement, hein. Et bah, du coup, je vais pouvoir doubler tout de suite. Prends les deux points, comme ça, kick que j'active entre un premier et un secondaire, j'aurai quand même le point. Et je vais avoir tendance à placer mon autre support. Voilà. Par contre, je me suis loupé, comme quoi. Hop, je vais avoir tendance à placer mon autre support plutôt à l'extérieur pour aller choper le point ici si nécessaire. Donc là, forcément, quand je vais commencer, je vais tout de suite capter deux points. Et en secondaire aussi. Maintenant, en ce moment, je teste des listes un peu moins rapides. Mais si on joue une liste rapide, je vais vous montrer qu'il est possible de prendre les deux points. Parce que là, en gros, c'est impossible de prendre le point qui est là, pour peu qu'on ait du terrain. Et parfois même sans. Alors, on va quand même tester pour vous montrer. Je vais activer mon Cries, il va faire un jump. Il va se placer ici, hop. Il va faire sa petite mise à couvert, mais donc là je dépasse pas, donc je me fais un peu bloquer. Donc je finis là, tchouk. Et après je vais faire mon grand mouvement. Et à moins que je dise une bêtise et que je paraisse un peu bête, je ne serai absolument pas à portée de prendre ce point. Tchouk. Voilà, je ne suis pas à portée, hein, comme on peut voir sur l'ombre. Il manque quand même pas grand chose, hein, il manque un tout petit peu. Euh, Mais si on veut doubler, on n'a pas le choix. On est obligé de se placer comme ça. Et puis là, oui, par exemple, il y a le mur qui me bloque. En gros, premier joueur, si vous voulez double cap les points, vous ne pourrez pas prendre deux points en même temps. Si vous activez un support. Par contre, en tant que deuxième joueur, en théorie, c'est possible. Donc je suis désolé, je me suis déjà déployé. Euh, je reprends les Kreis parce qu'ils sont très 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 mobiles et qu'ils ont beaucoup de push hein, dans leurs arbres, pardon. Ils ont des push dans leurs arbres. Ce qui nous permet de gratter encore un peu de mouvement si jamais il y a déjà quelqu'un sur la in the place. Mais du coup, bah voilà, en s'activant, ils vont faire un grand mouvement tout droit, pouf.
Et donc là, soit on fait un tir, soit on se met à couvert. S'il y a un adversaire dessus, bah, forcément on va plutôt tirer. Euh, mais admettons qu'on se mette juste à couvert ou qu'on n'ait qu'un seul push. Tac, on va au bout. Et après, on claque le point de force pour faire le petit jump. Et on est largement à portée pour prendre le point. Et celui-là, bien évidemment, je vous fais pas la démo. Vous en doutez, on est encore plus près, donc ça passe très bien pour aller le choper celui-là. On peut même monter, hein. Tchouk. Hop. Et je fais mon petit jump. Voilà, donc je suis même carrément sur le point. Voilà. Donc c'est faisable de prendre les 2 points en tant que deuxième joueur, en se décalant et en n'assurant pas, du coup on n'a pas besoin d'assurer ce double cap, puisque à la fin du tour du joueur 1, on aura déjà pris ce point-là, donc on peut partir et le prendre. Mais là, oui, je suis loin avec Bo-Katan, hein, j'ai pas du tout de double cap de l'objectif. On revient vite sur le déploiement. Euh, Pourquoi je me déploie pas comme ça en second joueur en général quand même? Parce que bah, ça marche bien si vous avez vos supports tôt, mais si vous les avez tard, eh ben souvent un tout seul n'arrive pas à reprendre le point de l'adversaire. Il vaut mieux mettre les deux pour assurer soit la présence de deux, soit doubler les attaques pour augmenter la chance de faire des pushs ou les dommages. Et de deux, eh ben, par contre, vos secondaires et primaires, ils vont être plus loin de leur objectif naturel, on va dire. Ils auront plus de mal à aller récupérer ce point-là de façon confortable, à moins d'avoir une bonne mobilité, ce qui n'est pas toujours le cas. Euh, donc oui, autant sur le scénario, la première mission, l'objectif du milieu étant allumé tout le temps en première lutte, bah, ça vaut le coup parce que le primaire, bah, finalement, il va aller prendre soit celui-ci, soit celui-là. Mais aller chercher celui-là avec un primaire, c'est très difficile. Il y a Maul qui doit y arriver, peut-être. Non, même à ça, je suis pas sûr. Maul avec un peu de chance. Mais du coup, ça se complique aussi pour celui-là. Donc, même dans cette configuration de deuxième joueur, j'ai tendance à me déployer tout le temps comme le premier joueur. Maintenant, c'est des paris à faire. Faites vos tests. Je vais tester moi aussi un peu plus. Mais a priori, comme ça, je me déploie centré sur l'objectif. Alors, tant qu'on est sur TTS, j'en profite pour vite vous montrer encore une petite astuce avant de repasser à l'analyse, entre guillemets, de la mission. Euh, à la fin de la lutte 2, on en parlera plus tard, mais je vous le montre déjà maintenant. Si vous êtes assis sur l'objectif central, alors pas exactement au milieu, mais en gros un tout petit peu à l'avant comme ça, ou à l'arrière, hein, du coup, ça dépend ce que vous voulez prendre, mais en gros, si vous n'êtes pas centré sur cet objectif, mais que vous êtes quand même un peu assis dessus, il est possible d'aller choper avec un simple dash, donc la Kachata Point par exemple, quand on a la kappa ou tous les autres dashs qu'on peut avoir dans le jeu, c'est possible d'aller choper un des points, euh, un des points vers le bord de l'adversaire ou vers son bord, hein, si on doit se rapatrier pour aller vite caper un de ses points. Voilà, c'est faisable. Donc si vous devez caper le point du milieu, décalez-vous un tout petit peu vers devant ou un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup, hein. Vous pouvez rester dessus. Euh, Vous pouvez continuer à avoir votre socle entièrement sur l'objectif, mais c'est possible de caper cet objectif-là juste avec un simple dash. Et ça, c'est rigolo. Alors, retour sur la mission. Euh, donc, à la fin de cette lutin, hein, forcément, on va être on va être même complètement décentré, hein. On va délaisser le centre. Et je sais pas si vous vous souvenez dans la mission 1, enfin, vous devez vous en souvenir, mais le centre n'est jamais allumé dans la lutte 2, donc on sait qu'on doit se barrer du centre. Alors, est-ce que c'est la même chose sur cette mission 2? Est-ce qu'on sait qu'il y a des points qui seront forcément éteints? Eh ben non, ils sont tous potentiellement allumés, ces connards. Donc, c'est pas possible d'abandonner un endroit. Et ça, c'est quand même déjà, ça limite l'aléatoire. Donc, enfin, ça limite la prédiction de l'aléatoire que vous allez avoir.
Donc là, une fois de plus, le perdant de la lutte 2 va pouvoir choisir. Et donc ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir un petit peu comme des vagues où les milieux seront allumés. Donc il y a quatre occurrences où les milieux seront allumés. Euh, donc ça va faire soit une ligne, soit une espèce de V comme ça. Et de l'autre côté, ça va être pas du tout le milieu, et ça va être les latéraux qui n'étaient pas du tout allumés sur les deux autres cartes. Et un point chez vous. Donc en gros, on va se recentrer quand même pour augmenter la proba. C'est comme ça là que c'est le plus probable. Tout en essayant de garder, de sécuriser un peu ses points à soi. Ce qu'on peut voir, c'est que la forme la plus paquée, euh, ça va être celle qui permet un dash. Donc ça, c'est quand même relativement intéressant pour aller choper d'autres points. Ou pour aller choper le milieu, hein, parce que généralement on n'y est pas, donc pour aller récupérer ce milieu. Ça peut toujours être intéressant dans ce scénario. Je pense que c'est un peu plus intéressant dans ce scénario que dans le premier de jouer la Shatterpoint sur ces supports. Puisqu'on va pouvoir bouger deux unités. Dans ce jeu, on aime bien, enfin dans cette mission, on aime beaucoup activer les mouvements hors activation. Et que si on a des conditions sur la tronche, un mouvement cassé par exemple, le premier qui bouge va enlever ce mouvement cassé pour que le deuxième puisse bouger. Donc ça, c'est sympa pour aller choper d'autres points. Ou pour aller contester deux points, hein. Si vous avez joué Banco en mettant un support sur le milieu, en espérant qu'ils viennent, et ben vous pourrez aller vous éclater pour aller choper deux points. Presque quoi qu'il arrive, rien qu'avec ces dashs. Les occurrences qu'on va avoir, bon bah voilà, elles sont foireuses, hein. On aura une chance sur 6 d'avoir les latéraux, 4 sur 6 quand même d'avoir le central, et 3 sur 6, donc une chance sur 2, d'avoir les objectifs de chaque côté. Donc il faut forcément protéger hein, vos points, tout en n'étant pas trop loin du milieu. Donc les placements optimaux à la fin de la mission 1, de la lutte 1, c'est de se rapprocher de ces points rouges-là. Ou d'aller carrément sur le centre en mode super banco. Mais ça, c'est déjà un peu plus ambitieux, je trouve. C'est vers ces points qu'on va tendre. Le risque de trop se coller dans ces coins, c'est que si c'est un des latéraux, ça va être difficile de... Enfin, dans ces coins, pardon, sur ces points. Si c'est les latéraux, ça peut être un peu plus compliqué d'aller les chercher, hein. Avec les dashs, on va être trop court, va falloir cavaler un peu. Et s'il n'y a pas le shutter point sur les dashs, ou tard, ou qu'on ne veut pas jouer de ses supports, ou enfin voilà, va falloir souvent sacrifier ses attaques pour aller récupérer les points sur le côté en se mettant là. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais pas parler de cette mission, ça va être pire en plus en lutte 3. C'est que tactiquement, j'ai pas de bons conseils à vous donner pour vous placer. C'est le chaos, et vu que à la base on a la prétention d'être une chaîne d'analyse et de vous donner des bons conseils, et ben, mon bon conseil c'est de vous en référer à votre chance. Et surtout que là, c'est la cata, notre ami la lutte 3. Alors, première chose intéressante, c'est que le perdant de la lutte précédente ne choisit plus comment on place, enfin, quelle sera la configuration qui va être choisie. Et petite chose qu'il faut savoir, qui était aussi le cas sur la lutte 2, c'est que quand vous piochez, c'est face au joueur 1. Donc sur la mission, sur la lutte 3, c'est moins grave parce que c'est forcément le joueur 1 qui va choisir, enfin ne va pas choisir la configuration. Mais sur la mission 2, c'est pareil. Sur la lutte 2, il faut tenir, c'est le joueur 1 qui pioche et qui regarde. Donc ça va changer les côtés selon, je vous le remets, pardon, selon qui va l'avoir. C'est-à-dire que vous voyez sur la configuration 3, celle avec enlever des états ou du point de dommage, et ben que selon que vous teniez la carte dans un sens ou dans l'autre, vous n'aurez pas les mêmes placements d'objectifs. Le latéral sera pas centré pareil, sera pas du même côté, quoi. Selon comment vous tenez la carte, vous n'aurez pas les mêmes objectifs qui seront allumés. Donc c'est important que ce soit le joueur 1 qui regarde la carte. Voilà, petit aparté fini sur la mission 2 que j'avais oublié de vous dire. On revient à notre ami la mission 3. Donc on va avoir la petite ligne horizontale qui va avoir le dash. Et après on va avoir, ça ressemble un peu aux configurations de la première mission, hein. Un côté, euh, deux d'un côté et le central de l'autre. Avec soit récupération de force
soit soigner des états ou des points de dommage. Et donc, une fois de plus, répartition, c'est la merde. Une chance sur trois d'avoir le central et chacun de votre côté, et deux chances sur trois d'avoir chaque latéral. Donc, eh ben, là, on va repartir dans l'inverse. Si vous préparez trop votre lutte 3, vous risquez en fait de vous retrouver à avoir tout seul. Parce que les points, les points centraux à aller chercher, bah en gros c'est ça quoi. Puisqu'on va tout chercher. Euh, donc, il n'y a pas de bon placement en fin de mission 2. Euh, les plus probables restent les latéraux, donc on va se dire qu'on va quand même un peu se recentrer. Euh, Peut-être que au lieu d'avoir 4 points comme ça, il faudrait centrer au milieu, faire une ligne horizontale, 2 points rouges. Mais même là, vous pouvez vous retrouver du coup loin des objectifs de chez vous et il faut les protéger puisqu'ils vont 2 fois sur 3 être activés. Non, vraiment, c'est la lutte 3, c'est chiant. C'est chiant. Alors après, j'aime bien quand même cette lutte 3 et cette mission. Au-delà du côté aléatoire, j'aime pas l'analyser, mais j'aime beaucoup la jouer parce que le fait que le joueur, celui qui a perdu la manche d'avant ne choisisse plus, ça diminue énormément les chances de réussite de celui qui a gagné la première mission. Je sais pas si vous vous souvenez, on a déjà un peu parlé de stats, je sais plus qui les avait faites, mais en gros, il y avait plus de 70-75% de chances que celui qui gagne la mission 1 gagne la partie. Là, ce sera pas le cas. Il y a plein de fois où j'ai joué, où je gagnais l'émission 1, et quand j'ai eu mon tirage de la lutte 1, pardon, de mon tirage de lutte 3, eh ben, j'étais pas du tout avantagé, c'était mon adversaire qui l'était, et donc ça peut, on part presque sur un pied, on part sur un pied d'égalité même. Euh, la seule avantage qu'on a en ayant perdu la lutte 2 par rapport à celui qui l'a gagné, c'est que vous allez jouer en premier. Donc c'est vous qui allez pouvoir caper, prendre les points et tout. Donc le joueur qui a gagné la première mission est encore un tout petit peu avantagé par rapport à celui qui l'a perdu, mais très très nettement moins. Et ça, je trouve ça très très agréable. Globalement, voilà les occurrences d'apparition des points. Donc vous voyez, c'est le chaos, hein. Il y a pas de truc tranché qui en ressort, hein. La lutte 3 de la mission 1, je sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 points qui sont pas allumés, qui sont jamais allumés, donc on sait qu'on doit les fuir. Là, c'est pas le cas, ils peuvent tous être allumés. Ils sont... Ouais, non, ouais. C'est compliqué. Euh, Globalement, je trouve que cette mission favorise quand même beaucoup les listes avec des unités qui peuvent en faire bouger d'autres hors de leur activation. Euh, et aussi ceux qui ont des portées un peu limitées, genre Doku, des choses comme ça, ou Talzin, ou Savage, non pas Talzin, pardon, ou Savage, parce qu'on va jouer forcément un peu plus paquet, ça va être en même temps moins central, parce qu'on va pas être au milieu, mais l'objectif étant plus proche, on sera toujours un peu plus près de quelqu'un d'autre à activer. Donc c'est un peu plus sympa pour ces unités-là. Euh, Petite exception dans ce que je vous dis qui aime bien faire bouger les autres, c'est un peu Mace Windu, qui est un peu tristou, parce qu'il aime bien être en plein milieu, il aime bien lui quand c'est l'objectif central qui s'allume, et là, et ben, même si c'est lui le plus probable, ce sera pas toujours le cas, donc pour distribuer son identité, ce sera moins facile qu'en mission 1, je pense. Globalement, je trouve que c'est une mission qui se joue un peu plus vite, surtout la lutte 1, hein, puisqu'il y a 6 objectifs au départ qui se prennent, donc c'est un peu plus facile de prendre l'ascendant, je trouve. Surtout si vous arrivez à mettre 4 points, vous pouvez très très vite vous envoler. On peut aussi imaginer par contre où chacun prend 3 points, enfin il y en a un qui prend 4 et l'autre qui récupère son troisième, voilà. Mais même là ça se décale, ça se décale. En fait ça va se décaler, voilà. À moins que vraiment vous vous merdiez, ça va être rare de finir que les deux joueurs aient tout le temps 3-3. Voilà, il y en aura forcément un qui va être 4 contre 2, donc qui va avancer de 4 vers lui, et l'autre quand il va reprendre son point, il va y recouvrir d'un que de 3. Donc on continuera à avancer tout le temps vers le joueur qui mène un peu la danse, ce qui n'est pas forcément le cas dans la lutte 1, de la mission 1, pardon. Par contre, il y a très nettement moins de possibilités de prendre deux objectifs euh, en première lutte, dans les premières activations, même avec les supports, à part vraiment les plus rapides, et à condition que les décors
soit favorable. Dans la mission 1, c'est très très simple de choper deux objets, sauf avec les supports vraiment très très lents. Mais si vous avez un support qui s'active en premier dans l'émission 1, vous pouvez prendre deux objectifs presque tout le temps. Là, ce ne sera pas le cas. Petit conseil tactique que je peux vous donner quand même. Dans ce jeu, globalement, c'est toujours plus intéressant de voler un objectif à un adversaire que de caper un objectif qui n'est pas encore pris. Et là, c'est encore plus vrai quand le joueur 1 prend son objectif, un des deux latéraux. Si vous pouvez, c'est beaucoup plus intéressant de lui reprendre ce point-là que d'aller caper l'autre. Parce que lui, après, vous allez caper. Admettons, il prend à votre gauche, vous allez caper à votre droite. Et ben, si il a quelqu'un qui est capable d'aller vous chercher ce point à votre droite, et ben, il va marquer 4 points au tour d'après. Et là, il va commencer à pouvoir créer le différentiel. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de lui piquer son point pour marquer vous aussi 3. Ça va avoir un au milieu, on va avancer l'impulsion. Mais lui, du coup, c'est lui qui va être obligé. Bah, soit il va venir vous le reprendre et là, on va commencer à s'enliser. Soit il va aller chercher l'autre et c'est 3-3. Et vous, au tour d'après, vous allez pouvoir lui voler. Et donc, ça, c'est beaucoup plus intéressant parce que pareil, vous pourrez marquer 4 points. Je trouve que le joueur 2 est un petit peu avantagé par rapport au joueur 1 dans cette mission, plus que dans la mission 1. Globalement, je trouve quand même que les listes qui tournaient bien en mission 1 vont tourner encore mieux dans cette mission-là. Celles qui peuvent, comme je disais, se déplacer très 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 vite. Une Assage, une Azokapadawan, des choses comme ça, des Bo-Katan, des Maul. Maul, c'est fantastique pour lui cette mission. Sont encore plus favorisés. C'est un petit peu dommage. J'aurais bien voulu qu'il casse un peu cette dynamique, qu'il fasse un truc peut-être un peu plus défensif. Enfin, je sais pas. Enfin, voilà, on en a déjà discuté. Je trouve je sais pas comment ils vont faire à cause de la barre de lutte, mais ce serait intéressant d'avoir des autres mécanismes pour marquer les points que juste ces points fixes. Je sais pas, en capture de flag, comment ils pourraient faire ça, ça me paraît un peu compliqué, mais des choses comme ça. Euh, En tout cas, si vous avez une liste un peu plus lente ou que vous aimez bien jouer un peu moins agressif, n'hésitez surtout pas à ramener à vos tournois et à vos parties la mission 1 plutôt que la mission 2. Alors je sais que d'habitude on a envie de jouer ce qui est nouveau, l'attrait de la nouveauté et tout, mais si vous allez en tournoi, il faut penser tactique. Il y a certaines listes qui vont préférer la mission 1, d'autres qui vont préférer la mission 2. Euh, les unités à portée plus courtes seront un peu plus avantagées sur cette mission, par exemple Talzin ou les rebelles hein, qui tirent tous à portée 4. Euh, voilà, tous les Padmé, sa team qui tire à portée 4, tout ça, ils vont un peu préférer cette mission-là, tous ceux qui tirent, mais qui sont qu'à portée 4. Euh, Au début, quand j'ai découvert cette mission, quand on a eu les spoils, je me disais que les capas bonus sur la carte Starter Point allaient être déterminantes et allaient vraiment beaucoup changer le gameplay. Et finalement, je trouve pas que ce soit ultra impactant. L'effet est hyper aléatoire. Vous pouvez pas trop prévoir le truc parce que, admettons, vous comptez sur vos refresh de force et puis la lutte se termine avant que vous ayez votre Starter Point, bah, vous l'avez dans les fesses. Donc moi, je construis pas trop mon plan de jeu en tenant compte de ces capas. Je les prends vraiment juste comme un bonus. Si ça tombe si je l'ai, bah, je suis content. Et si je l'ai pas, tant pis. Voilà, je construis sans. Je préfère avoir une bonne surprise que de me latter la gueule parce que j'ai claqué trop de force ou j'ai attendu un déplacement pour me redéployer avec le dash ou m'enlever des conditions et tout. Je compte pas. Si je l'essaie, tant mieux. Euh, donc globalement, hein, c'est beaucoup beaucoup plus aléatoire que la mission 1, avec des placements beaucoup plus éclatés et imprévisibles au niveau des objectifs, hein. On va d'abord aller loin, puis se recentrer, puis se rééclater. Euh, c'est un avantage, c'est un inconvénient. Voilà. Moi, ce que j'aime, c'est que celui qui a gagné la première lutte est moins avantagé que l'autre. Globalement, c'est une mission plus fair. Voilà. Si on est un peu débutant, on va avoir plus de chances de gagner contre un vétéran que sur la mission 1, parce que la mission 1, quelqu'un qui a beaucoup joué ou qui a écouté le superbe podcast sur la mission qu'on a fait il y a quelques mois déjà maintenant, il va pouvoir anticiper beaucoup plus facilement ses placements et donc bah, larguer le débutant qui lui, il sait pas trop, il va rester sur le milieu à la fin de la lutte 1 ou il va rester sur l'objectif en bas à gauche sur la lutte 2, à la fin de la lutte 2, voilà. Et donc il va se retrouver désavantagé. Là, c'est pas le cas. Là, le vétéran qui essaie de se placer, à part un peu sur la lutte 2, où les deux points que je vous ai montrés sont effectivement un- pas mal plus probables que le reste.
Mais en Lutte 3, voilà, un vétéran peut se faire baiser en essayant d'anticiper, en disant, ah bah tiens, ça peut être là, ça peut être là, voilà. C'est le chaos. Les créateurs du jeu ont dit à plusieurs fois qu'ils voulaient mettre du chaos dans leur jeu. Bah, cette mission illustre parfaitement. Je pense qu'ils sont très contents de leur mission, et moi aussi. Jouez-la, testez-la, elle est sortie depuis quelques temps. Je pense que vous l'avez déjà tous essayé, mais voilà, rejouez quand la mission de temps en temps pour pas vous faire piéger par des petits coquins comme moi qui la jouent en tournoi encore pour piéger ceux qui jouent plus que la mission 2. Et puis éclatez-vous, voilà, faites-vous plaisir. N'oubliez pas que c'est qu'un jeu, que le fair play, y a que ça d'aurait et que le but c'est de prendre du plaisir dans un jeu vraiment très très dynamique et dans une mission ultra dynamique. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt. La prochaine émission, je pense que ce sera Plo Koon ou une petite surprise quand vous préparez avec Sultan. Qui va vous faire rigoler et vous foutre de ma gueule. J'aime bien, j'ai un peu de jouer quand on se fout de ma gueule. Voilà, à bientôt, salut!